Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle table ronde du Village Baïséa, une table ronde qui est sur le thème de la cybersécurité et de la sécurité informatique. Puisqu'en effet, ces thèmes-là sont connus depuis longtemps, mais ils ont véritablement un regain d'intérêt sur cette année 2020 et 2021 avec deux phénomènes liés à la crise Covid, avec notamment le télétravail et puis des éléments qui ont particulièrement marqué à la fois l'opinion publique avec les attaques qui ont eu lieu par exemple sur des hôpitaux publics, mais également sur des sujets qu'on n'imaginait pas, avec par exemple les incendies au sein d'OVH. Donc il nous a paru assez intéressant de convoquer aujourd'hui trois experts qui vont nous faire part de leur point de vue sur la cybersécurité et les enjeux de la cybersécurité sur les années à venir. Donc tout de suite, je vais donner la parole à nos trois experts par une présentation. Et si tu peux commencer, Samuel, par présenter qui tu es et ce que tu fais au sein de Mazars. Merci Brice, bonjour. Au sein de Mazars, moi je suis responsable de l'offre cybersécurité pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit en fait pour nous d'accompagner les organisations, les entreprises pour durcir leur système de sécurité, les aider aussi à entraîner et à former leurs équipes à mieux les exploiter, et puis accompagner le management à gérer ce sujet de cybersécurité au sein des organisations. J'interviens au sein d'une ligne de service qui est nationale avec des compétences dans les autres régions, et notamment à Paris, mais aussi internationale avec des équipes en Europe, aux États-Unis et en Asie. Ok, super. Et toi, Andri, Andri, start-upper du village, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es et ce que fait Riax Technologies? Oui, tout à fait. Donc, Andri Razafin-Jatovo, je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Riax Technologies, qui a été créée en 2017. On est aujourd'hui une vingtaine de personnes, principalement basées à Lyon, mais un peu dispatchées, et on y reviendra sur la terme de la cybersécurité, un peu dispatchées à Grenoble, à Paris, à Antibes et même en Grèce. Et donc, on travaille sur ce qu'on appelle l'industrialisation de la data science, c'est-à-dire comment on passe d'un environnement de preuve de concept à un environnement de production dans lequel la sécurité est très, très, très importante pour nos clients. Voilà. Super. Et pour HP Inc., nous avons Sébastien. Sébastien, peux-tu te présenter un petit peu et ce que tu fais au sein d'HP Inc. Merci Brice, oui bien sûr. Donc je m'appelle Sébastien Marseille, je suis Chief Technologist chez HP Inc. Mon rôle c'est d'engager avec nos clients et nos partenaires, articuler et expliquer les stratégies et nos innovations technologiques et être surtout à l'écoute de ces clients et partenaires, écoute de leurs problèmes, écoute de leurs potentiels projets, essayer d'établir comment nos innovations pourraient les aider dans leur transformation, dans leur démarche d'innovation. Et pour cela, je connecte nos clients et nos partenaires avec nos équipes de recherche, que ce soit les HP Labs, les différentes équipes de R&D de nos Global Business Units. Donc, ils sont en charge de développer nos produits et nos solutions futures pour justement établir ces synergies et également intégrer le retour de ces clients et partenaires pour influencer nos roadmaps et nos développements de produits futurs. Ok, super. Donc effectivement, vous avez tous les trois des visions des angles de vision en tout cas très différents sur la cybersécurité, avec des champs opérationnels très, très distincts. Mais peut-être, Samuel, est-ce que tu peux nous définir véritablement ce qu'on entend aujourd'hui par cybersécurité? Alors, autour de la cybersécurité, il y a le terme sécurité. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Déjà, la sécurité de l'information, on voit, se formalise, se définit dans les normes à la fin des années 90-2000. La norme ISO 27, la série des normes ISO 27. Autour de trois notions, disponibilité, intégrité, confidentialité de l'information, puis émerge début 2000 une quatrième notion qui est l'auditabilité. Donc ça, c'est défini, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, c'est un sujet qui préoccupe les organisations depuis longtemps, mais qui a fondamentalement changé avec l'émergence du digital et de ce concept qu'on connaît par l'acronyme ATAWAD, Anything, Anywhere, Any Device. Donc ça veut dire accès à toute l'information depuis n'importe où et avec n'importe quel équipement. Alors, donc cette sécurité qui était une sécurité périmétrique qui visait à protéger au sein de l'entreprise l'information devient avec le digital une problématique de protéger l'information
où qu'elle soit, partout. Il n'y a plus de notion de périmétrique, il n'y a plus de notion de château fort. Il faut être sécurisé partout. Et quelque part, je pense que c'est ça la définition de la cybersécurité. Et j'évoquais là dans l'introduction que sur l'année 2020 et encore sur 2021, on réentend parler peut-être un peu plus dans l'actualité de cybersécurité. Est-ce qu'il y a des tendances particulières sur les dernières années en termes de chiffres, d'attaques, ce genre de choses? Alors pour faire un petit peu d'histoire, ça fait quelques années que je suis sur le sujet. Quand on parlait de sécurité à la fin des années 90, on avait un virus qui s'appelait notamment Tchernobyl. C'était quelque chose qui se transmettait d'ordinateur en ordinateur par floppy disk. Donc, il était redoutable hein, puisqu'il grillait le disque dur. Par contre, il se propageait assez peu, quoi, donc pas très dangereux. Puis, quand on s'est connecté à Internet, là, on a vu avec des virus qui sont diffusés très largement, qu'on fait des dégâts, mais pas des dégâts parce qu'ils étaient aussi méchants que notre Tchernobyl. C'est-à-dire qu'ils ne portaient pas vraiment atteinte aux équipements qui touchaient. Mais ils engorgeaient tellement les réseaux qu'en fait, ils tombaient, on ne pouvait plus utiliser Internet, on voyait des aéroports s'arrêter, etc. Des problèmes de disponibilité, mais pas d'intégrité. Donc ça, c'était il y a 20 ans quand même. Hein. Et à ce moment-là, tout le secteur, toute l'industrie s'est formidablement organisée, avec des centres de veille, de recherche, de réaction aux incidents, de diffusion autour des antivirus, etc. Enfin, l'émergence des firewalls. Enfin, les solutions ont vu le jour et elles étaient très efficaces. Et puis, donc, on a bien sécurisé le périmètre. Et puis là, on fait face à quelque chose effectivement qui prend une ampleur différente. On est sur de la criminalité, on cherche à obtenir des revenus avec à travers des cyberattaques, déstabiliser même des fois des États ou peut-être des grandes organisations. Et ça prend une tournure qui est quand même très différente, avec un niveau et un nombre d'attaquants qui est très important. On avait déjà des milliers d'attaques et de ransomware avant les Petya, notre Petya, qui ont émergé dans les années 2017 et suivantes. On avait plusieurs milliers d'attaques par jour. Aujourd'hui, d'après les chiffres de l'ANSSI, on serait 4 fois plus sur ces 12-18 derniers mois que ce qui se passait auparavant. Donc c'est énorme, avec de vrais dégâts. On a des groupes qui ont fait des évaluations, des extrapolations sur ce que ce problème pourrait coûter au monde de l'entreprise. On parle en milliers de milliards d'euros sur 5 ans. Donc c'est phénoménal, et sans compter évidemment des tragédies déjà individuelles au niveau des entreprises, mais aussi qui pourraient toucher les hommes et les femmes quand on parle notamment d'attaques dans les CHU. Ok, très clair. Et du coup, en fait, tu évoquais au début les premiers virus qui fonctionnaient avec des disques durs, des clés USB, ce genre de choses. Au final, il y a toujours un point d'entrée pour une attaque, un virus. Chez vous, chez HP, au sein de HP Inc., qui concevez finalement des produits, comment est-ce que vous abordez ça au sein de vos produits et au sein de vos logiciels? C'est tout à fait exact. En fait, la sécurité pour HP, c'est un des piliers principaux d'investissement et stratégique pour la société. Et ça l'est depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Donc, on est vraiment la sécurité du endpoint, donc vraiment de ce système qu'on a dans les mains, que ce soit une tablette, que ce soit un PC portable, une grosse station de travail, ou des éléments comme des imprimantes aujourd'hui. On peut étendre ça sur... Alors ça, c'est le périmètre un petit peu de HP Inc. aujourd'hui, tout ce qui est imprimante et tout ce qui est computing personnel. Mais ça s'étend à tout ce qu'on appelle vulgairement l'IoT. Hein, tout objet connecté est concerné par cette problématique de sécurité. Et donc chez HP, on a fait le choix donc, depuis de nombreuses années vraiment d'investir massivement dans des solutions sécurisées, vraiment au niveau du hardware. Donc on pense la conception de nos différents produits et solutions
avec la sécurité, pour commencer avec la sécurité en tête. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à comprendre chez HP. Et on parle vraiment de hardware spécialisé qui est intégré dans nos produits, dans nos différents produits. Donc je ne parle pas typiquement d'un TPM qui est là pour l'encryption qu'on retrouve aujourd'hui dans l'ensemble des PC. En ouvrant une parenthèse, le TPM, on a été HP il y a 15 ans précurseur sur ces sujets-là et on a amené l'industrie à se standardiser sur cette TPM, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors c'est une petite, j'essaie de vulgariser, c'est une petite puce, chip, un élément hardware qu'on retrouve sur quasiment tous les devices de computing aujourd'hui, qui permet de faire de l'encryption de façon hardware et d'offrir des zones totalement sécurisées au sein d'une plateforme. D'accord. Okay. Voilà. Donc vraiment une conception. Vous allez plus loin, vous allez vraiment dans la conception. Voilà. On va plus loin parce qu'on a conçu notre propre puce et notre propre architecture qui va être garante en fait de l'intégrité du système et d'offrir justement les capacités à un système de s'auto-diagnostiquer et de s'auto-réparer. Donc on retrouvera ces systèmes de sécurité qui est vraiment un changement au niveau architecture dans tous nos produits computing et aussi d'impression aujourd'hui chez HP. Qui sont aussi des endpoints finalement. Quand on dit endpoint, en fait, c'est un appareil qui est relié quelque part au réseau central et qui peut être quelque part un point d'entrée du coup. En fait. Exactement, et généralement ce endpoint, de l'autre côté de ce endpoint, donc effectivement il y a la connectivité, il y a la connexion, et de l'autre côté de ce endpoint, il y a l'humain, nous, on en parlera peut-être plus tard, qui sommes en fait réellement le point faible de cet écosystème au final. Ça marche. Et donc ça me permet de faire peut-être une transition parfaite avec André, parce qu'en fait, si chez HP Inc, vous concevez le matériel en prenant vraiment en compte au cœur cette notion de sécurité, vous, au sein de Riax Technologies, vous concevez quelque part une solution logicielle complète, où, tu me le disais, vous avez vraiment aussi à cœur cette sécurisation. Oui, tout à fait. En fait, c'est quelque chose qui est aujourd'hui dans toutes les bouches de nos clients ou de nos prospects. La partie sécurisation est super importante. Et en fait, je vais revenir sur ce que vous disiez tous les deux. C'est que, en fait, aujourd'hui, si on veut, dans un monde digital, on fait de toute manière un traitement de données. Donc, le traitement de données, il vient de n'importe quelle source. Et puis, il va aller être envoyé vers n'importe quel outil de visualisation, vers n'importe quel outil métier. Et au milieu, on va traiter cette donnée. Et en fait, pour qu'on arrive à sécuriser tout cet environnement, il faut à la fois des méthodes, de la méthodologie, avec tout ce qui est aussi certification, etc., mais à la fois du matériel qui sécurise. Et la troisième pierre angulaire de tout ça, c'est le traitement de la donnée, le logiciel qui est développé. Et ce logiciel doit pouvoir être sécurisé, et chaque étape de ce logiciel doit pouvoir être sécurisée. Donc on voit beaucoup, si je reprends, à partir de n'importe quel objet connecté, on va avoir différentes étapes de traitement de données, et chacune de ces étapes de traitement de données doivent être sécurisées. On doit aussi authentifier qui utilise ces différentes étapes, qui utilise les différents matériels. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup fait évoluer aussi les mentalités ces derniers temps. C'est qu'avant, on voulait du anything, donc n'importe quoi, n'importe quel objet, etc. Maintenant, le anywhere est super important, puisqu'en fait, les objets ne sont plus dans les usines. Ils peuvent être potentiellement chez les clients. Avec le télétravail, les ordinateurs sont chez nous. Et ça rend une vulnérabilité beaucoup plus importante. Et c'est aussi pour ça que les VPN se développent beaucoup plus qu'avant, aussi dans le monde de l'industrie. Voilà. Complètement. Donc en fait, effectivement, il y a la brique logicielle qui est hyper importante, la brique également hardware. Samuel, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu organisationnel, quelque part, qui permet de limiter le risque technologique? Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a un risque technologique et si, même en adoptant les bons logiciels, le bon matériel, est-ce qu'on est bien protégé? Alors, limiter le risque technologique, c'est complexe, et vous l'avez bien illustré. On pense au endpoint, il faut penser au logiciel. Il y a, pour relier tout ça, évidemment, des infrastructures, et puis il y a derrière les endpoints des humains. Et ces infrastructures, en plus, aujourd'hui, alors c'est ce qu'on ne connaissait pas encore il y a 20 ans, mais c'est ce qu'on connaît depuis quelques années, elles sont complètement hybrides. Donc on a du cloud, on a du on-premise, et puis des clouds qui commencent à se sourcer un petit peu partout. Donc c'est extrêmement complexe. Alors,
pour faire face à ça, il faut faire face d'abord à la complexité. C'est-à-dire, il faut la reconnaître et il faut admettre qu'on doit faire face à et traiter le sujet de manière en fait systémique. Il faut couvrir tous les domaines. Donc il faut qu'on... c'est un petit peu ce que j'évoquais en introduction, c'est-à-dire il faut arriver à durcir les technologies et effectivement les solutions que vous proposez et les travaux que vous réalisez sur le développement de logiciels y contribuent. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait de solution qui n'embarque pas un bon niveau de sécurité. Évidemment, il y a différents niveaux de sécurité en fonction des besoins, mais c'est toujours là. La technologie, aujourd'hui, embarque et a une caractéristique fonctionnelle autour de la cybersécurité. En tout cas, on peut toujours trouver des technologies qui soient sécures. Ça, c'est sûr. Maintenant, il faut arriver à bien coordonner ça. Il faut accepter que le risque zéro n'existe pas. Il faut accepter peut-être que les personnes qui vont déployer les endpoints, les personnes qui vont développer, n'ont pas toujours la compétence pour choisir les bons paramétrages, pour faire les bons choix. Et donc, il faut les former, il faut les entraîner. Il faut les entraîner aussi à réagir en cas de crise. Et puis, nos utilisateurs qui sont en bout de chaîne, il faut leur expliquer de quoi on parle, parce que c'est effectivement très complexe. Et donc, il faut les sensibiliser pas à pas. Faut aussi les entraîner. On peut faire, par exemple, des tests de phishing pour les habituer petit à petit à bien réagir, à savoir reconnaître les emails frauduleux, en fait. Oui, c'est ça, c'est le hameçonnage. C'est le mail qui cherche à vous faire soit partager un secret qui est important, ou soit effectivement à télécharger un virus, quoi. Parce que finalement, c'est vrai que dans une entreprise, il suffit qu'il y ait une personne qui clique sur ce mauvais mail pour que peut-être ça puisse être très très préjudiciable. Exactement. En fait. Ouais. Et quand on n'empêchera pas. Hein. Donc en fait, quand elle clique, donc il faut limiter l'occurrence, donc il faut l'entraîner à reconnaître. Mais il y en aura toujours une personne qui va cliquer. C'est le nombre, hein, c'est la statistique qui fait ça. Et donc là, il faut que l'organisation, la personne et l'organisation sachent comment réagir. Voilà, donc on développera peut-être un peu plus tard ces sujets-là, mais c'est très important. Et faire face à la complexité, c'est aussi admettre que ce qu'on a mis en œuvre, on n'est pas sur un projet. Je ne vais pas sécuriser mon entreprise ou mon système, et puis après c'est fini. En fait, c'est permanent. Il faut en permanence que je me dise, face à cette complexité, j'ai pas fait assez, qu'est-ce que je peux améliorer? Et donc ça passe par des audits, de la formation, on en a parlé, et du management. Voilà, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Ça, c'est le rôle du management qui est clé. Complètement. Et du coup, on a parlé un petit peu du phishing et de ces emails frauduleux qui, par les lois statistiques, effectivement, font que on ne peut pas garantir un risque zéro sur le fait que personne ne cliquera jamais sur ces éléments. Est-ce que vous, chez HP Inc., vous avez des solutions en fait, qui permettent aussi de répondre un petit peu à ce risque humain? Tout à fait, Samuel a vraiment mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est vraiment le end-user, l'utilisateur. Et on peut pas demander à un utilisateur d'être un expert en sécurité. Alors effectivement, il faut faire de la promotion, du training, des fausses campagnes pour sensibiliser un peu les utilisateurs. Chez HP, on développe vraiment des solutions, pour revenir un petit peu au début de la discussion, qui sont niveau matériel, mais également au niveau operating system, donc système d'exploitation, et au niveau applicatif. Par contre, contrairement à la Mazars, on ne s'occupe pas, enfin, on a d'autres solutions pour la data, mais on n'est pas spécialisé sur le traitement des données ensuite qui sont faites et qui transitent sur des services cloud potentiellement, etc. Mais je voulais juste remettre ce point. On a vraiment des solutions qui sont à tout niveau, au niveau du endpoint, toujours consolidé. Et quand il s'agit vraiment du end-user et de l'utilisateur final, on a justement des solutions, on investit dans des solutions qui permettent de limiter l'impact d'un mauvais clic. L'ouverture d'un fichier, on n'aurait pas dû. La visite d'un site web qui est frauduleux, justement. Donc, en fait, c'est le but de ces campagnes de phishing, hein, faire appuyer l'utilisateur, cliquer sur l'endroit où il faut pour exécuter un code qui est malicieux. Donc en fait, on a développé au fil des ans des solutions, et récemment, on a fait une acquisition d'une société qui s'appelle Bromium, qui est un leader du marché sur justement la micro-virtualisation de tâches.
donc qui permet justement à un utilisateur de pouvoir ouvrir des documents, naviguer sur des pages web en étant en fait contenu dans une machine virtuelle, une micro-machine virtuelle au sein du système. Et donc, si un code malicieux venait à être exécuté par une macro sous Excel, Word, ou par un script sur une page HTML, on va dire les effets ou l'action de ce malware seraient contenus à cette micro-VM. Et donc, le simple fait de cliquer sur Close fait disparaître la threat, la menace, merci. Ouais, donc en fait, quand on clique, ça ne s'ouvre pas dans son PC, ça s'ouvre comme dans un PC virtuel, Exactement. en fait, qui fait que finalement, Exactement. En fait, ça reste contenu. Voilà. Voilà, tout un tas de petites machines virtuelles qui sont extrêmement optimisées. Évidemment, optimisées par notre partie hardware, justement, matériel, qui est là pour sécuriser, s'assurer que ce système fonctionne de façon stable et de façon non compromise. Ouais, bien sûr. Alors là, c'est vrai que l'exemple du phishing, c'est un exemple qui parle à tout le monde, puisque même à titre personnel, on reçoit parfois des emails de phishing plus ou moins bien faits. Mais c'est vrai qu'une entreprise, c'est une organisation qui est particulièrement complexe. Les mails sont une porte d'entrée, mais un certain nombre de process aussi en termes de data, etc., sont des portes d'entrée. Vous, chez React Technologies, vous automatisez quelque part, vous industrialisez un certain nombre de process de data science, donc de gestion des données. En quoi ça permet quelque part de sécuriser aussi l'entreprise? Ouais, mais en fait, c'est le même principe que tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'il faut à la fois aider l'utilisateur final à ne pas faire d'erreur, à lui donner les bonnes pratiques, et ça, que ça soit sur l'utilisation de matériel, mais que ça soit sur le traitement des données. C'est comment je fais pour que... quelles sont les règles que je dois appliquer dans mon entreprise pour que ces données et l'utilisation de ces données soient sécurisées. Et puis, à la fois, si jamais il y a un problème, isoler ce problème-là et donc être... Alors, d'un point de vue technologique, on parle beaucoup de containerisation, c'est-à-dire dans un environnement clos dans lequel, en fait, une malveillance ne va pas aller influencer ou influer sur l'étape d'après du traitement de la donnée. Donc nous, c'est ce qu'on fait chez Rayax. On amène un environnement qui va permettre de mettre en production, donc c'est-à-dire de prendre en compte les bonnes pratiques de sécurisation vis-à-vis des demandes de nos clients. Je ne sais pas, je vous donne un exemple, l'authentification des utilisateurs, l'exécution dans un environnement on-premise et pas dans un environnement cloud, etc. Puisqu'en fait, l'utilisateur qui crée son traitement de données, à l'origine, il va essayer de le faire le plus vite possible pour voir si c'est intéressant et faire fi de tous ces environnements de sécurité. Et donc, quand on va commencer à rentrer en production, c'est comment on s'assure que ce qu'il avait développé avant va être au niveau de sécurité qui est attendu par les équipes et par la société. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, je rajouterai la partie automatisation dont tu as parlé. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent parce que on fait, le end user, l'utilisateur final, fait les choses systématiquement, automatiquement, mais parce qu'il le fait tous les jours, etc. Et tout ça, ça met à risque en fait l'environnement de production. Donc tout ce qui est tâches répétitives, tâches qui se suivent toujours de la même façon, il faut absolument chercher à les automatiser de façon à enlever cette erreur humaine, puisqu'en plus de ça, c'est pas là où l'intervention humaine a de la valeur. Donc on cherche vraiment à automatiser à chaque fois qu'on peut les mouvements de données, les exécutions des traitements, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'intervention humaine sur cette partie-là, mais plus sur l'analyse de la donnée traitée, etc. Là où il y a de l'intelligence humaine à amener. Voilà, donc moi je pense que c'est vraiment important, et on voit qu'on se rejoint à chaque fois, c'est les méthodologies, les environnements, les bonnes pratiques qu'il faut pousser, et comment on fait, et je pense qu'on y reviendra aussi dans la dernière partie, comment on fait quand il arrive quelque chose. Parce que ça, je pense que c'est vraiment le cœur du sujet après. On l'a vu une fois qu'on a installé un système de sécurisation. Tu le disais, Samuel, c'est pas un instant T, c'est quelque chose qui doit toujours évoluer. Concrètement, dans la pratique, comment on fait? Une fois qu'on s'est structuré, on a lancé, on a utilisé les bons outils, que ce soit en logiciel, en matériel, comment est-ce qu'on peut faire en fait pour maintenir un niveau de sécurité optimal
en fonction de l'évolution de l'entreprise? Alors, sans rentrer dans la paranoïa, il faut déjà commencer par être convaincu que c'est nécessaire et qu'on n'est jamais assez près. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, dans le contexte de criminalité qu'on évoquait tout à l'heure, il faut peut-être garder en tête, et ça c'est peut-être nouveau, c'est ce qu'il y a de nouveau, qu'il faut peut-être essayer d'être mieux que le voisin. Hein. Dans une rue, quand il y a des maisons qui sont plus faciles à pénétrer que d'autres, on sait où vont les cambrioleurs. Et ben, c'est pareil pour la cybersécurité. Bon, alors maintenant que ça c'est dit et qu'on en est convaincu, je reviens sur ta question, comment on fait? Ben, en fait, il faut se dire que c'est jamais suffisant et donc il faut tester et il faut voir où est-ce que c'est pas suffisant. Donc là, on fait appel à des compétences au sein de ces équipes. Il y a aussi des prestataires sur le marché pour ça, pour tester régulièrement. Est-ce que on est suffisamment sécurisé? Et franchement, se dire qu'on a choisi la bonne solution, c'est essentiel. Se dire qu'on a les personnes qui ont fait le bon paramétrage, c'est essentiel. Qu'on a le bon process, c'est essentiel. Mais il faut aller vérifier, auditer que cet environnement de contrôle est efficace. Parce que déjà il y a certains contrôles qu'on peut avoir mis en œuvre en fait qui sont trop complexes et même nos équipes savent pas les faire correctement, donc il faut aller les aider, il faut leur faciliter la vie comme on facilite la vie d'utilisateurs à travers la solution. Et puis les techniques d'attaque évoluent, les vulnérabilités des systèmes se découvrent au fur et à mesure du temps, et donc il faut aller vérifier si elles sont présentes ou pas présentes. Donc il faut aussi faire beaucoup de veille. Voilà, et ça, tout ça doit être impulsé aussi par le management. Donc on rejoint la conviction de départ, c'est que c'est pas une conviction de la DSI ou du CTO, quoi. C'est une conviction vraiment de l'ensemble de l'entreprise, du management, qui doit challenger son CTO, son DSI, ses équipes techniques, ses devs, pour leur dire, écoutez, est-ce qu'on en fait assez, quoi. En termes de test, ça se passe comment tester? Quand tu dis tester une entreprise, c'est vous simulez des attaques? C'est très variable. Alors, avant de tester, on peut déjà revoir, c'est-à-dire en fait, ou faire de l'autotest, quoi. Hein, c'est comme avec le Covid aujourd'hui, c'est-à-dire on peut dire, mais on vous donne une checklist, est-ce que vous faites ça déjà? Donc ça peut être très, très light, ça peut commencer comme ça peut être un interview, et puis au fur et à mesure qu'on teste, en fait, il faut chercher à aller plus loin, il faut identifier les grandes zones de risque et choisir, prioriser, parce que il ne faut pas prendre trop de temps pour tester, parce qu'il faut tester, corriger en fait. Hein. Donc on prend les grandes zones de risque, on fait des tests techniques. Alors c'est des tests de pénétration, ça peut être depuis Internet sur l'externe, ça peut être en interne depuis le réseau. On peut chercher à faire des tests un peu plus complexes avec des scénarios. Dans notre jargon, on appelle ça Red Team, c'est-à-dire qu'on va imaginer qu'on cherche coûte que coûte sur un scénario donné à rentrer ou à obtenir une information ou une action sur le système de l'entreprise. Et donc là, tous les moyens sont bons. On va tester aussi les personnes, faire ce qu'on appelle en fait de l'ingénierie sociale pour disposer d'informations avancées sur l'entreprise et essayer de nous introduire. Et en ce faisant, on va parcourir en fait les chemins d'attaque les plus évidents que verraient des hackers, des cybercriminels. Et donc, on ferme les portes petit à petit, quoi. On met le grillage là où il faut. Et voilà, donc on fait ça avec régularité, avec simplicité, on cible bien les choses. Et ça se passe très bien. La data science aussi sert beaucoup à ça, en fait, pour aussi imaginer comment les hackers vont venir, etc. et automatiser tous ces tests. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est ce qu'on disait, c'est derrière, une fois qu'on a fait une première analyse et qu'on a corrigé, il faut refaire, resuivre, etc. Et donc, on a des clients qui automatisent aussi leurs tests et l'apprentissage de leurs menaces ou de leurs vulnérabilités à travers la plateforme Rayax. Je pense que c'est vraiment rentré dans les... Enfin, ça rentre de plus en plus dans les mœurs, en tous les cas, des personnes qui sont les plus matures sur ces sujets-là. C'est comment je m'assure qu'une fois que j'ai fait ma première mise en garde, je continue à suivre, que je continue à demander à des experts de vérifier, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé, je pense. Oui, c'est très juste. Ouais. Et du coup, justement, Sébastien, est-ce que vous avez des éléments qui permettent
maintenir un petit peu cette sécurité au fil de l'eau, dans le temps. Exactement, c'est très important. Tout à l'heure, on parlait de détection de risques. La détection n'est pas suffisante, en fait. On s'aperçoit que un des premiers éléments au niveau du endpoint, en tout cas vecteur d'attaque et de vulnérabilité, c'est les systèmes qui ne sont pas mis à jour. Des systèmes, donc toutes les attaques récentes, en fait, sont au bout d'un moment analysées, puis des mises à jour sont émises par les fabricants de certains composants, par les fabricants du endpoint eux-mêmes. Et donc, il est nécessaire pour une organisation de s'assurer d'assurer la possibilité de mettre à jour et de maintenir ces machines lorsqu'elles sont déployées. Mais s'assurer que ce soit mis à jour de façon sécurisée. Et que ce soit manageable, donc évidemment. Alors en plus, avec la situation actuelle, le work from home, le Covid, la pandémie, c'est encore plus critique, puisque aujourd'hui nos utilisateurs sont chez eux, donc on n'a plus les mêmes éléments de firewall, on n'a plus la protection, ne serait-ce physique d'un bâtiment, d'une entreprise, les réseaux d'entreprise, puisqu'on est sur un réseau plus privé. Donc cette notion est d'autant plus importante aujourd'hui. Donc évidemment, on a des solutions qui permettent justement de nous assurer que les équipes IT puissent à distance s'assurer de la mise à jour de nos produits, en particulier le BIOS, donc la partie firmware. Donc c'est peut-être quelque chose dont on discutera après, mais c'est un vecteur d'attaque qui est très important sur les dernières années. En particulier, nommé peut-être le plus connu, l'Ajax, l'attaque l'Ajax, qui est justement une attaque au niveau firmware. Alors pourquoi au niveau firmware? C'est-à-dire que c'est avant, sur un endpoint, en fait, c'est cette partie microcode en fait qui va démarrer un peu le système avant que un système très profonde en fait, qui est même avant que Windows se lance. Ou c'est vraiment le premier logiciel qui est au cœur de la machine. Ce sont les premières lignes de code en fait qui permettent de mettre sous tension les différents éléments d'un ordinateur, pour parler d'un ordinateur, mais c'est le cas pour une imprimante, pour tout. Ce microcode-là, il faut qu'il soit absolument sécurisé. Pourquoi? Parce que si on a un cybercriminel qui arrive à s'introduire à ce niveau-là, aucune application qui résidera sur les couches hautes, aucun système d'exploitation potentiellement pourra le détecter et surtout l'enlever de cet endroit-là. Donc ça, c'est vraiment clé. C'est pour ça que on a cette protection au niveau hardware, donc avant même que l'OS démarre, avant que la carte mère se mette en branle, tous les éléments se mettent à fonctionner. On a cette puce de sécurité qui va vérifier justement la cohérence des éléments, vérifier qu'il n'y a pas un malware qui s'est glissé dans un élément système. Parce qu'encore une fois, la crainte de tout service de sécurité, security team dans l'IT, c'est d'avoir un malware dans ces endroits-là, puisque il n'aurait pas la possibilité de le détecter. Et ça, c'est encore pire de ne pas savoir qu'on est infecté, puisqu'on a eu des cas, des clients où la grosse problématique était de savoir, mais depuis quand j'ai ce malware dans mes systèmes? Depuis quand on espionne mes emails, on est capable de s'introduire chez moi, parce que très souvent, le cybercriminel va vouloir arriver à trouver ce petit logement très confortable où il est invisible pour pouvoir analyser justement tous les éléments de sécurité qui ont été mis en place dans l'entreprise, pour pouvoir ensuite potentiellement mener des actions de grande envergure et qui auront un taux de succès qui sera très très élevé. C'est très important ce que tu dis, parce qu'on entend très souvent parler des attaques qui bloquent des systèmes, avec des systèmes de rançon pour débloquer, etc. Mais tu l'évoquais aussi, Samuel, tout à l'heure, avec de l'ingénierie sociale, où là, on peut parler d'espionnage industriel aussi, de dire qu'en fait, des personnes, à un moment donné, malveillantes, s'introduisent dans votre système d'information et voient ce que vous faites à différentes fins. Ça peut être de l'escroquerie, de l'espionnage industriel. Et tout ça passe finalement souvent par des endpoints. Tu l'as évoqué rapidement, mais l'année 2020, avec le télétravail qui s'est mis beaucoup en place, si on ajoute ça avec le fait qu'aujourd'hui les maisons sont de plus en plus connectées, avec un robot aspirateur, des volets qui se ferment tout seuls, etc., l'impact, c'est quoi aujourd'hui? Eh ben, l'impact de cette nouvelle façon de travailler, donc ce qu'on appelle vraiment le hybrid work, et qui est vrai aujourd'hui pendant la pandémie, mais qui va perdurer, parce
qu'aujourd'hui, on voit très bien que toutes les entreprises travaillent à cette nouvelle façon de travailler. C'est vrai dans tous les pays, c'est vrai en France. Toutes les entreprises réfléchissent à leur stratégie de retour au bureau avec une grosse part de télétravail, en tout cas la part du télétravail qui va augmenter, qui va croître en tout cas dans le futur. Et donc ça amène certaines problématiques, surtout sur nos systèmes et nos PC, nos imprimantes. C'est qu'on ne va pas avoir nécessairement un technicien, un service IT qui va pouvoir venir comprendre le message d'erreur, voir que potentiellement c'est un ransomware, donc la machine est bloquée, tout est encrypté, donc va être capable de changer le disque, va être capable de réimager le système, donc réinstaller un système de zéro. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'on peut pas, les entreprises ne pourront pas envoyer un technicien chez chaque utilisateur pour régler ces problèmes IT-là. Et puis également, ces systèmes se retrouvent dans un environnement qu'on appelle zéro trust. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On n'est plus dans un bâtiment fermé d'entreprise, on n'est plus sur un réseau d'entreprise, on est sur un réseau public. On peut se connecter, voir un peu les voisins, les différents hotspots. Et même dans le monde d'après, j'ai envie de dire, après pandémie, où on va y avoir quand même beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de gens qui vont être justement au bureau, pas au bureau, de chez eux. Ce zéro trust va être quelque chose de vraiment très présent. Donc on considère que le risque est vraiment d'autant plus grand dans ces nouveaux scénarios. Et donc cette mise à jour cette sécurité du endpoint est vraiment quelque chose qui s'accélère. On le voit tous les jours. Et donc on œuvre tous les jours chez HP. On investit beaucoup, comme je l'ai dit, pour nous assurer que ce endpoint est dans l'état le plus sécurisé possible. Un petit exemple qui passe très inaperçu, mais dans le monde de la sécurité, généralement, le petit détail fait souvent la différence. Chez HP, on s'est aujourd'hui débarrassé du mot de passe du système BIOS. Donc, c'est un cauchemar pour beaucoup d'équipes IT. Gérer un mot de passe administrateur au niveau du BIOS. Les utilisateurs qui l'ont oublié, il faut pouvoir accéder au BIOS pour pouvoir changer des paramètres de système, régler des problèmes des utilisateurs. Donc typiquement chez HP aujourd'hui, nos plateformes, on a transformé, on n'utilise plus de BIOS et on a implémenté une crypto moderne qui permet aux équipes IT de s'assurer que le BIOS est sécurisé. Ce qui est absolument clé, puisque si un BIOS n'est pas sécurisé, on peut avoir tous les éléments possibles, antivirus que vous voulez sur toutes les couches qui suivent. Si j'ai accès à un BIOS d'un système, programmatiquement, je peux en faire absolument ce que je veux sans que personne ne le sache. Donc c'est typiquement un élément qu'on a ajouté récemment à notre arsenal, j'ai envie de dire, notre portfolio de solutions de sécurité. Ok, très clair. Et on l'a dit, malgré toutes ces bonnes pratiques et le bon équipement qu'on peut avoir, malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Et peut-être qu'on peut passer à un moment de se dire, si une attaque arrive, ou si on s'aperçoit qu'on a été attaqué, qu'on a été surveillé, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors là, c'est la crise. D'accord ? C'est la panique et peu en parlent d'ailleurs, il nous manque un peu de témoignages, mais quand on discute avec les personnes à qui c'est arrivé, c'est un petit peu au-delà de ce qu'ils avaient imaginé, quoi. Ils pensaient être sécurisés, ils avaient mis en place les projets qu'il fallait, mais ils n'étaient finalement pas prêts. Et donc en fait, le secret, c'est la préparation. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire préparation? Le premier sujet, c'est déjà de connaître les gestes de premier secours, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? On est informé, qu'est-ce qu'on fait en premier? Et pas de les connaître chacun avec son expertise, c'est de les connaître d'un point de vue collectif, comment on fait. Ces gestes, typiquement, dans le cadre d'un ransomware, on n'éteint pas la machine, on débranche du réseau. Si je suis un utilisateur lambda et je sais pas qu'il faut que je fasse ça, moi je cherche à redémarrer mon poste, je le laisse connecter pour voir s'il redémarre correctement. Enfin bon, voilà,
Je ne fais pas tout ça. Et quand je suis RSSI ou DSI et que je dois informer l'ensemble de mes utilisateurs, débranchez vos postes et ne les arrêtez pas, je communique comment? Donc, ces premiers gestes, ces premières communications, comment on va faire, par quel canal on va passer, ça c'est le premier sujet. Et puis très vite, on est un petit peu seul face à la crise, avec beaucoup de pression, sans doute du métier, peut-être des clients, d'autres partenaires qui disent qu'est-ce qui se passe. Et là, il faut faire appel à un ami. Donc, il faut avoir un écosystème, peut-être des partenaires, déjà dans les partenaires qu'on a aujourd'hui, fournisseurs d'accès, fournisseurs de solutions, des contacts, des gens qui vont pouvoir aider, conseiller, et puis avoir cet effet miroir en fait, de toutes les décisions que va prendre le responsable sécurité ou le DSI. Je compte faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous pourriez faire ça aussi. Ah oui, on n'y avait pas pensé parce que bon, ça se bouscule, c'est la crise. Donc cet écosystème, il faut avoir, si on n'a pas des contrats, il faut avoir au moins des numéros de téléphone, quoi, savoir qui appeler. Ça, c'est super important. Voilà, comme ça, l'humain au moins réfléchit et agit promptement et rationnellement. Bon, parce que les choix sont difficiles à faire. Alors, l'autre chose, c'est que quand on a mis tout ce monde autour de la table, faut avoir quand même un peu de biscuit à se mettre sous la dent pour pouvoir travailler. Donc, il faut avoir des informations sur ce qui s'est passé sur le système. Donc, il faut avoir prévu et avoir la possibilité, autant que possible, d'accéder à des journaux, à des logs. La première question, c'est depuis quand on est dans cet état, et ça c'est très compliqué. Voilà. Et donc les spécialistes qui vont intervenir vont chercher justement à remonter dans le temps, à voir ce qui s'est passé, à identifier la cause profonde pour pouvoir derrière cibler et commencer à réparer. Plus on va arriver à cibler et plus on va pouvoir réparer rapidement sans générer de surincident et avec sérénité. Puis on va réparer avec quoi? On va réparer avec des sauvegardes notamment, donc il faut avoir des sauvegardes qui soient assez fraîches et elles, dont on soit à peu près certain qu'elles n'ont pas été touchées. Pas évident non plus. Voilà. Mais ça aussi, c'est des sujets, j'imagine, il y a des solutions qui émergent. Et je boude d'impatience de la tête, effectivement. Et ça, faut en parler. Voilà, donc les premiers gestes, savoir qui contacter, avoir les éléments, avoir des contacts. Voilà, c'est ça, être préparé. Ouais, en fait, c'est de la gestion de crise finalement, hein, et une crise qui est tout à fait particulière. Et tu le disais aussi, où on n'a malheureusement pas souvent des exemples autour de soi de personnes qui l'ont subi, puisque c'est pas quelque chose qui se dit énormément dans les milieux des entreprises. Sébastien, je te voyais réagir un petit peu par rapport à ce que Samuel disait. Tout à fait, sur la partie restauration, en fait, nous, on aime dire chez HP justement que notre stratégie sécurité en termes de nos solutions, que ce soit au niveau hardware ou logiciel ou service, évidemment, c'est vraiment détecter, protéger et restaurer, qui est peut-être un des éléments les plus importants. Donc, c'est quelle technologie je peux mettre en place pour m'assurer de revenir au plus vite dans un état fonctionnel. Et restaurer un système, typiquement, ça paraît assez simple, hein, je réinstalle. Encore une fois, dans la situation pandémique, les gens travaillant chez eux, c'est pas forcément évident. Pas tout le monde est capable de réinstaller un système d'exploitation, enfin une image de son entreprise. Ça peut être assez technique, ou nécessiter l'envoi d'une clé USB, d'un technicien potentiellement, ou que les employés reviennent sur site pour pouvoir visiter un service IT. Enfin, donc ça pose des problématiques qui sont, on va dire, augmentées par la situation dans laquelle on est. Donc on a des solutions justement qui sont toujours, encore une fois, sécurisées au niveau matériel par nos puces spécifiques et dédiées, qui permettent justement en cas de détection, donc je prends un exemple comme NotPetya par exemple, qui est un ransomware qui en gros encrypte les partitions, donc plus rien n'est disponible sur le système. Notre puce est capable de détecter ce genre donc que les partitions ne sont plus là. Ça peut être aussi déclenché par le service IT à distance, hein, c'est-à-dire hors operating system, et de pouvoir justement remettre en place une image qui est dans un
une partie justement de cette puce, une partie hardware, on va dire matériel de notre architecture, qui n'est pas visible de l'OS, donc qui n'est pas accessible, qui est protégé par cette barrière, par cette puce-là, et permet justement de récupérer une image que l'on sait saine, à jour, mise à jour, au niveau du système, et pour que l'utilisateur soit de nouveau, alors on va pas éviter, soit de nouveau online et puisse travailler, se connecter. On va pas éviter la perte de données, évidemment, parce que ça, voilà, mais aujourd'hui, quand on regarde les clients qui, évidemment, comme tu le disais, en fait, généralement, une entreprise qui a ce genre d'attaque, sauf pour des raisons légales, ne va pas crier sur les toits, voilà, j'ai été attaqué, j'ai perdu, ou ne va pas donner beaucoup de détails sur l'ampleur, encore une fois, sauf pour des raisons légales où ils sont obligés de communiquer sur la perte de données. Mais on voit en fait que nos clients avec qui on échange sur ces sujets, un gros souci, c'est le temps de retour à la normale. Comment je m'assure que mes utilisateurs sont de nouveau capables de travailler pour de la productivité, mais aussi être capable d'être connecté, que l'IT puisse à distance refaire des choses, prendre la main et ensuite faire d'autres analyses aussi. Donc ça, c'est vraiment important. Alors tu disais l'image, justement, d'avoir une image à un instant T de son système d'information, de ses données. André, on l'évoquait ensemble tout à l'heure, parfois même avoir une image de ces données, ça ne permet pas toujours de redémarrer pleinement. Comment est-ce que vous œuvrez un petit peu sur ce sujet? Ah ouais, tout à fait. En fait, nous, on est sur vraiment la partie traitement de données. Donc, il y a l'environnement IT qu'il faut sécuriser, et après, il y a le traitement de la donnée derrière. Et en fait, ce traitement de données, alors on sait, c'est critique. Les statistiques disent que si on ne fait pas ça dans les 4 prochaines années, les sociétés qu'on dirige vont péricliter. C'est important pour la compétitivité des entreprises de demain. Et donc, s'assurer de pouvoir récupérer ces données, et en tous les cas, la valeur des traitements qui ont été faits sur ces données est super importante pour les sociétés. Et donc, en fait, l'image, avoir une image ou un backup, des fois, ça restreint un petit peu la compréhension de ces résultats-là. C'est-à-dire qu'il y a tout un écosystème qu'il faut garder, il y a tout un environnement temporel aussi qu'il faut avoir pour pouvoir qualifier la donnée qui est traitée. Si je dis, je ne sais pas moi, par exemple, un algorithme de maintenance prédictive me dit votre machine va tomber dans 2 jours, si je ne suis pas capable, juste avec les données, de savoir la date, c'est un exemple bête, mais la date à laquelle il m'a dit ça, ça va me poser problème. Ça sera plus utilisable. Et donc, en fait, ce qui est important aussi, c'est pas uniquement de sauvegarder les données, mais aussi les chaînes de traitement qui permettent de traiter ces données-là pour pouvoir rejouer et reproduire les résultats avec les données sources. Alors ça, c'est super avantageux parce que déjà, c'est moins lourd. On n'est pas obligé de garder à la fois les données sources et les données d'arrivée, mais à la fois, ça permet aussi de garder un écosystème, un ensemble de ce qu'on appelle des métadonnées qui nous permettent de voir en fait pourquoi on a obtenu ce résultat-là et de le rejouer et de le réutiliser derrière. Donc c'est aussi une partie de l'industrialisation des traitements de données, c'est comment on s'assure de toujours savoir que telle donnée a été traitée avec tel algorithme, dans tel environnement, à tel moment, etc. pour pouvoir rejouer ça. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'évolution vers laquelle on va par couche. On sécurise l'IT, on sécurise les données, on sécurise les visualisations métiers. C'est vraiment clé. Tout ça dans l'objectif, effectivement, de repartir le plus vite possible si on a été attaqué, en fait. J'aimerais terminer par une question un petit peu plus macro et que je vous pose à tous les trois, qui est plutôt sur aujourd'hui de votre vision de l'écosystème des entreprises que vous fréquentez. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu à la fois de l'état des entreprises françaises vis-à-vis des sujets de cybersécurité et surtout un petit peu de la prise de conscience collective vis-à-vis des nouveaux enjeux qu'on a vu naître avec malheureusement le contexte de 2021. Je te sens parti. Allez, je suis parti. Moi, je pense que y a le mot important, c'est le côté collaboratif. C'est-à-dire que je pense que la prise de conscience dans certaines entités des entreprises, surtout des entreprises un peu grandes,
il y est. C'est-à-dire qu'on a des gens, on a des RSSI qui ont été éduqués, etc. On y est. Le truc, c'est que la disparité des utilisations et des utilisateurs fait que ce message-là est très, très compliqué à pousser partout dans l'entreprise. Et donc, pour moi, c'est plutôt cette friction-là entre les contraintes que ça amène et la souplesse qu'on veut avoir pour pouvoir aller vite dans l'environnement actuel qui rend les choses compliquées. Donc, je trouve que ça mature. Aujourd'hui, quand on voit des prospects, quand on fait des présentations, je pense que dans 80-90% des cas, on nous parle de sécurité pendant la présentation. Mais néanmoins, ce sont des gens qui sont assez éduqués. C'est comment on pousse cette information, comment on pousse ces bonnes pratiques jusqu'au bout. Et je pense que ça, c'est beaucoup vos travaux qui permettent de faire ce genre de choses. Alors, je rebondis directement parce qu'en fait, j'abonde complètement. Et j'irais même sur une problématique de disparité inter-entreprise. C'est-à-dire qu'on a des groupes, on a des compagnies et des petites entreprises aussi, qui sont à un très très haut niveau de sécurité, qui ont pris le sujet et qui savent le gérer. Et puis d'autres, pour qui c'est encore aujourd'hui, ce que nous venons d'évoquer, reste un peu abscon, c'est-à-dire qu'ils comprennent les principes, mais comment les mettre en œuvre? Ça, on ne sait pas. Voilà, parce qu'il y a une culture, il y a quelque chose à comprendre sur le sujet, qui est clé d'ailleurs, qui est en fait d'avoir le goût du risque de cette sécurité, c'est-à-dire avoir le goût de le confronter ce risque-là et de le prendre en fait. Et quand on est quand on a une aversion du risque, traiter notre sujet de sécurité, c'est très compliqué parce qu'on devient un peu schizophrène. Voilà, je dois le traiter, mais il faut que j'accepte que je ne vais pas le traiter complètement, donc, et qu'il va falloir que je le traite en continu. Donc, il y a un sujet culturel, personnel qui est très important pour le dirigeant et même pour les équipes techniques, qui fait qu'il y a une grande disparité. Donc là, faut se former, faut s'entraîner, faut se documenter, faut comprendre les normes parce qu'elles sont complètes et elles présentent les choses très bien. Voilà, disparité entre les entreprises. Et je dirais coopération aussi entre les entreprises. Tu parlais de collaboration sur l'entreprise, mais on évoquait le sujet de DSI ou d'entreprises qui ont subi des ransomware, qui communiquent quand elles le sont obligées, ou qui communiquent parce qu'elles veulent faire connaître au marché qu'elles ont bien réagi. C'est de la com. Mais pourquoi pas en fait coopérer, c'est-à-dire expliquer ce qui s'est passé et aider nos compétiteurs à savoir réagir, parce qu'en fait, c'est pas un avantage concurrentiel d'être plus sécurisé. Voilà, dans ce monde du digital, il faut qu'on offre des services de confiance. Donc tout le monde doit être sécurisé, tout le monde gagnera à ce que les voisins soient sécurisés. Donc je voulais rebondir sur ce que disait Samuel tout à l'heure, en fait, sur l'explosion des cas et des attaques qu'on voit en particulier dans cette période de pandémie. Et on a accompagné beaucoup de clients sur cette année qui vient de s'écouler, justement pour la fourniture en fait, de endpoint aux utilisateurs finaux, de façon totalement sécurisée, à partir de nos sites de production et jusqu'à la délivrance à la porte de l'utilisateur final. Ça a été très important pour les équipes IT, justement, dans ces temps très incertains, d'avoir le niveau de service que l'on a pu offrir avec un niveau de sécurité extrêmement élevé. Donc, ce niveau de service, pas seulement l'installation, la création on va dire du hardware, mais également le monitoring dans la phase d'installation, de déploiement et en opération, avec des services sécurité qui permettent justement d'analyser des logs, de pouvoir prévenir justement des potentielles attaques et surtout prendre en charge ce fameux restore dont on a parlé avant, qui est absolument critique, et donc on est très content d'avoir pu accompagner beaucoup de nos clients dans cette période-là. Maintenant, ce que l'on voit quand même, c'est que il y a un disconnect entre les clients qui nous disent toujours « oui, la sécurité, c'est important ». Quand on va discuter avec un client, est-ce que la sécurité est importante pour vous? C'est même pas une question. On n'imagine pas quelqu'un dire « non, moi, la sécurité, c'est pas très important, c'est pas grave ». Donc, c'est important pour tout le monde et pour nos clients, beaucoup. Maintenant, je vois un gros disconnect entre on va dire, cette apparente méfiance et puis oui, on est vraiment on a vraiment envie de
de mettre en place les systèmes nécessaires et la réelle décision d'achat et l'investissement de ces entreprises. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on voit, malheureusement. Donc moi, j'ai envie de dire en fait aux DSI et aux entreprises qu'il faut qu'elles se posent la question. Il faut qu'ils se posent la question au moment d'un achat ou d'un investissement de endpoint, de solutions, que ce soit hardware, matériel, que ce soit logiciel, quelles solutions de sécurité sont intégrées dans cet élément-là, qui vont me permettre non seulement de détecter, de protéger mes devices, mais également de réagir lorsque je vais me faire attaquer, lorsque je vais avoir un incident de sécurité. Parce que généralement, la question n'est pas de savoir si on va avoir un incident, c'est surtout quand on va avoir un incident. Ça, je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Tôt ou tard, il y aura cet incident. Donc là, c'est vraiment cette question fondamentale, je pense que les équipes IT devraient se poser, c'est comment ce matériel va réagir en cas d'attaque. Moi, équipe IT, comment vais-je remettre en ordre de marche mes 1000 utilisateurs, mes 10 000 utilisateurs qui travaillent partiellement de chez eux. Ça, je pense que c'est les questions fondamentales. Et donc, la décision d'investissement sur des équipements IT devrait être vraiment une décision de sécurité avant tout de nos jours. Ça, c'est quelque chose vraiment de fondamental, de mon point de vue. Très bien. Eh bien, merci à tous les trois pour ces échanges, puisque je trouve que ça a été une table ronde qui a été très enrichissante. Et je l'espère qu'elle le sera pour les futurs spectateurs, puisqu'au travers de vos angles de vision qui sont précis mais très variés, avec un aspect plutôt matériel, un aspect plutôt logiciel et plutôt process, on a pu vraiment bien comprendre ce qu'était la cybersécurité, comment bien se protéger, comment se maintenir protégé au fil du temps, mais surtout sur un sujet beaucoup plus rare, comment réagir une fois qu'on a été attaqué. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment un aspect important et qui nous donne, avec tous les nouveaux enjeux qui sont apparus sur cette année 2020, un vrai message d'espoir et quelque part de réconfort sur les risques de cybersécurité qui ont peut-être été amplifiés sur les derniers mois et années. Merci à vous. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.